Alors voilà, d'abord, écoutez, j'ai envie de vous demander vos premières réactions au sketch qu'on vient de voir. Est-ce que c'est ça la réalité? Hein, les gens de terrain, Mustapha, vous qui voyez tous Oui, ces gens qui arrivent et qui ont, c'est supposé fonctionner. Allez-y, le son va suivre. ça marche? Oui. Moi, j'ai deux petits commentaires concernant les sketchs. Donc, pour le premier sketch, être francophone, c'est pas une faveur ou un avantage pour un nouvel arrivant. Au contraire, parfois, lorsque le travail n'est pas au rendez-vous, ça peut être un grand handicap, car la déprime arrive vite, puis le problème d'intégration s'oppose d'une manière très, très, très difficile. D'ailleurs, le sketch, il a bien illustré ce phénomène. Le Québec a toujours choisi ou privilégié l'immigration francophone, donc oui, c'est intéressant, mais c'est pas si facile que ça pour les immigrants francophones ou francophiles quand Oui. le travail n'est pas au rendez-vous. C'est vraiment pas un passeport pour l'emploi, Non, autrement dit, non, automatique. pas du tout. Mm. Puis parce que quand on parle de la francisation, c'est pas seulement la connaissance de la langue, c'est aussi la connaissance des valeurs fondamentales du Québec, et c'est très important de le savoir et de le souligner. Concernant le deuxième sketch, j'ai un petit commentaire également, c'est les personnes, on parle de notre ami roumain, quand il disait que il part roumain à Montréal, parce que dans certaines communautés, quand il y a la prise en charge dès l'arrivée de nouvel arrivant par la communauté, ça pourrait être aussi un handicap parce que ça reste dans un cercle fermé, puis, et puis ça développe l'isolement. Oui. et le Est-ce que problème c'est pas à double tranchant, ce qu'on appelle le ghetto? À la fois, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'entraide, mais c'est aussi une barrière éventuelle. Exactement, oui, c'est une barrière éventuelle parce que, et surtout si le nouvel arrivant tombe dans un ghetto, dans une zone négative où il reçoit que des messages négatifs, ça l'empêche à progresser dans son projet Oui. d'immigration. Et d'ailleurs, il l'a dit en dernier recours, comme quoi pour lui, c'est raté et il donne espoir, il garde espoir pour ses enfants et la deuxième génération. Mais ses enfants en anglais, peut-être. Mais ça, c'est notre question que j'aimerais. Ça, c'est un problème de l'éducation et non OK. pas Et d'intégration. pour finir, vous avez un commentaire sur le troisième Le sketch troisième, c'est la régionalisation. Oui. Oui, la régionalisation, c'est intéressant pour peupler les régions du Québec, mais le problème, c'est que il suffit pas d'avoir un CLSC, une usine et une école pour avoir un taux de rétention élevé. Moi, j'ai dit dans d'autres circonstances, il faut que le Québec se dote des pôles économiques et non pas d'un secteur où je prends par exemple Trois-Rivières, à l'exception de l'université, le grand employeur, il n'y a pas un pôle économique. La même chose à Trois-Rivières, si on enlève la papeterie, ainsi de suite. Donc, si on voit par exemple la France, vous voyez, à Sochaux, il y a l'industrie automobile, mais il y a d'autres choses. Oui, oui. Donc, mais grosso Voilà. modo, c'est ça. Merci. On en revient aux enjeux économiques, hein? Voilà. Exactement, merci. Alors, écoutez, vos commentaires, déjà, beaucoup de choses ont été dites pour, au fond, confirmer l'exactitude du portrait lancé à la discussion par mise au jeu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça correspond aussi à des situations. Allez-y, Maryse, oui. Par rapport à la question évidemment, du tremplin que peut représenter une communauté, ça peut être un tremplin aussi parce que évidemment, les gens, quand on arrive dans un pays, on a besoin d'habiter chez son oncle, et puis son beau-frère, et puis bon, etc. Ça prend des ressources pour s'intégrer. Donc, depuis très, très longtemps, premier réseau social, les chercheurs aux États-Unis de l'école de Chicago, au début du siècle, déjà disaient, ben écoutez, c'est pas un ghetto, c'est un tremplin d'intégration. Souvent, ça facilite la première étape d'intégration. Et quand on voit des organismes, par exemple, prenons la communauté haïtienne, par exemple, qui a créé des associations, pas seulement pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, mais pour créer des leaders politiques qui s'intègrent dans la vie politique, qui vont prendre des positions sur les politiques publiques, qui vont prendre des positions sur l'échec scolaire des jeunes, etc. Donc, progressivement, il y a une intégration dans les enjeux de la société québécoise qui se fait. Donc, c'est pas unilatéral, là, la question des... et j'ai bien aimé le petit commentaire aussi au sujet de la mère qui n'a pas appris le français parce que
Probablement qu'elle est restée à la maison pour élever les enfants. Si on n'a pas d'emploi et on reste à la maison, on sait qu'on n'apprend pas le français tout seul, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à apprendre le français parmi la population immigrante quand les jeunes arrivent de l'école avec des devoirs à faire et que là, ils peuvent pas les aider, les soutenir parce qu'ils parlent pas la langue. Et on voit beaucoup de gens très diplômés qui vont aller faire des cours de français, par exemple, à l'UQAM et qui, après 5-10 ans au Québec et qui voient et qui commencent à avoir plus de temps d'abord pour apprendre le français parce que on n'arrive pas dans un pays en apprenant d'abord une langue, mais en se trouvant d'abord une job et en se trouvant d'abord un logement et en se trouvant d'abord, bon, toutes ces préoccupations matérielles qui prédominent sur le reste. Donc, je pense que ça, c'est un facteur important. C'est pour ça que moi, j'étais contre l'idée qu'un 3 ans, après 3 ans, on enlève les droits des gens pour qui n'ont pas appris français. C'est un processus qui est très long. Et simplement mentionner que de plus en plus d'études démontrent que pour apprendre un français, pour poursuivre des études en français, par exemple, ça prend de 5 à 7 ans. Et ça prend de 5 à 7 ans pour être capable d'avoir un niveau académique pour poursuivre, par exemple, des cours d'histoire au secondaire en français. Et c'est un peu là-dessus, on va y revenir après. J'imagine qu'il y a des disparités entre les individus. Certains l'apprennent plus rapidement. Là. Il y a des aptitudes oui, personnelles. Plus on est jeune, général, plus on est jeune, plus c'est facile. Oui, Donc, un jeune qui arrive, qui est né au Québec, même s'il n'a pas appris français à la maison, il arrive en maternelle, il va apprendre très rapidement. Il peut avoir besoin d'un petit soutien de transition, mais... Écoutez, on va continuer sur la question, en fait, de la table ronde. Comment enseigner le français, donc, à ces gens qui arrivent, enfants ou adultes? Est-ce que vous aimeriez avoir des petits commentaires rapides sur le sketch, Michel? Sur les sketchs, oui? J'ai pris quelques notes là-dessus. Oui. D'abord, évidemment, comme on a dit tantôt, j'enseigne le français pour le ministère de l'Immigration. Hein. Donc, l'échantillon de gens qui viennent suivre mes cours n'est pas forcément complètement représentatif de tous les immigrants qui arrivent au Québec, puisque eux font le geste de venir en classe, ce qui dénote un certain intérêt pour le français. Mais dans cette population-là, qui est quand même très importante, là, s'il y a quelqu'un du ministère ici, vous me corrigerez, là, mais il me semble qu'on parle de 10 000 personnes par année qui suivent les cours à temps complet du ministère et 10 000 personnes à temps partiel. Est-ce que je me trompe? Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Moi, dans mes classes, j'ai pas du tout à faire d'éducation sur le fait que ça se passe en français au Québec, comme le laissait entendre un des deux personnages. Bon, je connais pas le cheminement de ce personnage-là, mais quand au début, je pense qu'il venait des États-Unis, est-ce que je me trompe? Et puis, il disait, ouais, je savais pas que c'était autant en français au Québec. Dans mes classes, j'ai pas à expliquer ça, j'ai zéro éducation à faire à ce sujet-là. Le message, il passe. Avant d'arriver ici, je pense. Donc, en quelque part, dans la chaîne des événements... Ça a déjà été vrai, mais c'est plus vrai. Ça a déjà été vrai, mais dans la chaîne de l'immigration qui commence dans le pays d'origine jusqu'à aujourd'hui, je pense que le message il est clairement transmis, puis c'est quelque chose qu'ils savent en arrivant ici. Puis avec enthousiasme quand même. Hein? Maintenant, est-ce qu'on disait à un moment donné que le français n'était pas un passeport pour l'emploi? C'est vrai, mais en même temps, dans la clientèle à qui j'enseigne, même si ce n'est pas un passeport pour l'emploi, c'est en même temps quelque chose qui est considéré comme essentiel quand même. Autrement dit, si je parle français, ça ne veut pas dire que je vais avoir une job. Mais si je ne le parle pas, bonne chance. Donc, il y a quand même ça aussi qui est positif de ce que j'entends dans les classes. Pour ce qui est maintenant de la communauté d'appartenance, on va dire, pour le roumain, par exemple, dans la petite pièce qu'on vient de voir, évidemment, il faudrait peut-être voir des chiffres et tout. Ce que je vous dis, c'est des impressions par rapport à ce que j'ai entendu. Mais j'ai remarqué souvent que certains de mes étudiants qui sont exclus par leur propre communauté ou qui s'excluent eux-mêmes apprennent le français de façon beaucoup plus rapide et naturelle souvent. Bon, j'ai en tête, par exemple, des homosexuels qui sont exclus de leur communauté en arrivant ici souvent. Ben, eux se ramassent à parler français comme vous puis moi, souvent. J'ai souvenir aussi d'une famille chinoise qui était arrivée ici avec leur enfant, puis qui ont décidé qu'ils allaient dans un quartier où il n'y avait pas beaucoup de Chinois. Dans Hochelaga, c'est-à-dire. Puis, je les ai revus quelques temps après, et c'est troublant de voir à quel point la petite madame qui était hyper timide et qui n'osait pas dire un mot sans baisser les yeux, et s'exprime maintenant dans un français à l'aise, me fait des blagues en français. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc, peut-être que la communauté auquel les immigrants s'identifient en arrivant à leur communauté d'origine peut être un tremplin, c'est possible, mais en même temps, le fait d'en sortir donne des outils aussi, une impulsion. Voilà, peut qui donner une pas toujours impulsion là. à la francisation plus rapide. Qui peut s'installer si on n'en sort pas, peut-être. Oui. Akos? Oui, là-dessus, oui, c'est vrai que tout naturellement, un immigrant qui arrive ici, une famille qui arrive ici,
va tout de suite chercher son semblable. Hein. Chacun cherche son semblable. On essaie de trouver des gens de l'autre communauté. Quand les Québécois, dernièrement, depuis les dernières années, vont s'installer en Alberta, mais ils se retrouvent entre Québécois aussi. Quand on immigre, on essaye de développer notre réseau avec ce qu'on connaît. Par contre, moi, je pense que c'est une limite parce qu'il faut également, il faut que ce soit un tremplin vers quelque part. Hein. On saute, mais si on saute sur place, là, on va pas loin. Alors, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a des institutions, il y a des communautés, des organisations d'accueil des immigrants, d'emploi qui aident les immigrants à trouver des emplois, qui doivent être des lieux communs d'intégration, des écoles de francisation, et je pense qu'on fait une erreur au Québec, et c'est de plus en plus, on est en train de le faire, on donne la responsabilité à des organismes, des communautés culturelles pour aider leurs ressortissants à trouver de l'emploi, à avoir des cours de français et aussi des cours d'anglais. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut parler théoriquement du processus d'immigration, mais au Québec, une réalité aussi, surtout à Montréal, c'est la concurrence de l'anglais. Alors, la raison aussi pour laquelle ça prend 5-10 ans avant qu'un immigrant apprenne souvent le français, c'est parce que dans ses tous les jours, il n'y a pas besoin du français. Parce que dans son quartier, il n'y a pas besoin du français, parce que dans son milieu d'emploi, il y a peut-être pas besoin du français tant que ça. Et c'est ça qui retarde aussi l'apprentissage de la langue française. Donc, il ne faut pas oublier la concurrence de la langue anglaise. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les écoles soient des lieux d'intégration et soient des lieux communs. Oui, oui. Commun. Mais ça, c'est ce qu'on demande à l'école, évidemment, hein, y compris le Conseil supérieur de la langue française. Carménis, Soma, vous y êtes dans une école à enseigner à ces jeunes-là. Comment vous réagissez? Là, on n'a pas décrit exactement ce que c'est que l'apprentissage dans une école, là, mais quand même. Non, on n'a pas vraiment traité des jeunes encore. Moi, je vais simplement donner mes commentaires avec les jeunes en tête, parce que j'ai aucune expérience avec les adultes. Premièrement, la mauvaise connaissance de la réalité québécoise, elle est présente dans nos classes. Les élèves n'ont aucune idée qu'en arrivant ici qu'ils devaient apprendre le français. Est-ce que la communication ne se fait pas avec les parents? C'est ça. Michel Lisereau disait que les parents le savent, les adultes ont l'air de le savoir. Pour vous, et vous dites les enfants, eux... Les jeunes ne le savent pas. La plupart des jeunes n'étaient pas au courant ou ont été vaguement mis au courant par leurs parents. Donc, et pour revenir à l'importance de l'anglais, c'est pas seulement chez les immigrants que l'anglais est important. Il y a un débat depuis plusieurs années au sein même des Québécois de souche. Et l'enseignement de l'anglais en 5e, en 6e, en 4e, en 3e, etc. Et on voit plein de programmes à la commission scolaire avec immersion anglaise, immersion anglophone en 5e et 6e année. Oui, ce qu'on appelle des bains linguistiques. Et voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a une mauvaise connaissance de la part des jeunes. Pour revenir aussi au deuxième sketch avec le lien où les communautés restent ensemble, donc les ghettos, si on veut. Moi, j'ai l'exemple de la communauté italienne. On l'a fait pendant plusieurs années. Je pense qu'on n'a jamais vraiment défini c'est quoi l'intégration et à quel moment on veut le faire. C'est un processus qui est très, très long. Et je pense qu'on demande présentement aux immigrants de le faire dans un laps de temps qui est vraiment trop court. Vous êtes d'accord avec Maryse? Hein? Oui. Il faut penser à deuxième, troisième génération, je pense, personnellement. Et finalement, dans le troisième sketch, lorsque un des acteurs parlait de sa mère, il ne faut pas oublier que nous, en classe d'accueil, nous sommes peut-être la seule stabilité pour les jeunes pendant 1 an ou 2. C'est la seule stabilité. L'enseignant de français et l'enseignant de mathématiques sont les seules figures stables dans leur vie depuis 1 an ou 2. Pourquoi? Oui, en plus de leurs parents, du déménagement, la perte des amis, la perte des parents, la perte des grands-parents, souvent qui est très importante pour les jeunes. Et donc, nous, il y a une confiance qui s'installe et on a un rôle qui est beaucoup plus social. Oui, il y a l'intégration, oui, il y a l'apprentissage, mais les voir heureux rentrer dans une classe, alors que moi, j'ai jamais été heureux d'aller à l'école quand j'étais jeune, c'est quand même... Moi, j'en reviens pas encore après 10 ans. C'est un rôle de mentor ou de tuteur, hein? J'imagine. J'imagine. Alors, écoutez, réaction de Québécois. Pour vous, Madame Vichère, est-ce que ces sketchs-là auraient pu être joués en France dans le même genre de colloque? Est-ce qu'il
Il y a des parallèles à faire qui vous sautent aux yeux? Oui, il y a des parallèles et il y a des différences aussi, bien Oui. sûr, parce que effectivement, les Français parlent pas anglais, ça vous le savez bien, donc là, c'est pas du tout. La concurrence de un l'anglais. problème. La est moins concurrence de forte. l'anglais est vraiment Oui. moins forte au quotidien, en tout cas, mais ce qu'on pourrait voir comme une concurrence, c'est la concurrence effectivement des langues des communautés. Il y a une communauté asiatique à Paris très importante qui vit depuis 25 ou 30 ans dans le même quartier et ils travaillent en général dans les restaurants vietnamiens, chinois, coréens, etc. Et effectivement, ces personnes, c'est pareil, n'ont pas besoin d'apprendre le français pour survivre dans leur quartier. Oui. Dans le quartier turc, on peut très bien vivre dans le quartier turc, sans en sortir trop, avec un français vraiment très, très, très limité. Donc, on peut vivre là. C'est si on veut évoluer, effectivement, si on veut sortir parfois des conditions dans lesquelles on travaille, et c'est par exemple les conditions des femmes chinoises dont je m'occupe actuellement, qui veulent absolument sortir de la restauration chinoise où elles sont exploitées, où on ne travaille pas les fameuses 35 heures semaine, mais 70. Là, effectivement, il faut commencer à apprendre un minimum de français. Oui. Mais ça montre bien, je crois, toutes ces pièces, le lien qu'il faut faire entre l'apprentissage de la langue et les situations dans lesquelles on va se trouver et on va pouvoir l'exercer en tant que compétence. Dans quelle situation est-ce que le français a une part... le travail qu'on va exercer exige une part langagière. Et ça, c'est très important. Le lien qu'il y a à faire entre... On n'apprend pas la langue quand on est étranger, qu'on vient dans le pays, pour la langue. Ça, ou pour la beauté de la langue. C'est pas vrai. C'est d'abord utilitaire. C'est fonctionnel, c'est actionnel, je dirais. C'est-à-dire, on a besoin d'une activité. Ça peut être aussi, effectivement, aider les enfants à faire les devoirs. Ça peut être le déclencheur. Donc, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, le déclencheur, il ne se fait pas tout de suite. Mais est-ce que ce n'est pas de proposer à un moment donné différentes situations dans lesquelles on va se trouver à devoir apprendre le français? Oui, donc modeler le contenu de l'enseignement sur des situations réelles, mais coller en même temps dans les méthodes didactiques aux situations et aux cultures d'origine des individus. On ne peut pas enseigner le français langue seconde à n'importe quel immigrant de la même façon. J'imagine qu'il faut tenir compte des différences. Il y a une philosophie au Québec, Marie, tu peux en parler, puis on verra comment ça évolue en France. Oui, alors cette philosophie, je dirais, comment la qualifier en quelques mots, la décrire? Comment on enseigne au Québec le français langue seconde je pense que dans une perspective interculturelle? Juste peut-être revenir sur quand on a adopté la loi 101, on s'est peut-être imaginé au départ que ça allait transformer un peu magiquement, que tout le monde allait apprendre le français, etc. On est plus à l'étape maintenant où on change les systèmes. On se rend compte, est-ce que les classes d'accueil, on enseigne bien le français dans les classes d'accueil? Est-ce qu'on améliore ce qu'on a mis en place? Donc, et on s'est rendu compte aussi que les milieux n'étaient pas préparés à l'adaptation, à la diversité. On n'avait pas formé les enseignants à recevoir des jeunes immigrants. On n'avait pas donc la question interculturelle. On n'avait pas formé les enseignants à éduquer à la citoyenneté dans une société pluraliste. Donc, on revient à l'idée de la réforme dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous ces aspects-là, donc la loi 101 n'allait pas transformer de façon organiciste et magique, si on veut, pour reproduire le français à travers les immigrants, parce qu'ils ont une fonction d'utilité de reproduction du français en Amérique du Nord. On s'en est aussi beaucoup servi politiquement au Québec comme ça. Donc, ça ne s'est pas fait magiquement non plus. J'aimerais juste peut-être détruire 2 mythes par rapport à cette idée. Pendant très longtemps, on a pensé que il fallait que les jeunes immigrants à l'école, je vais revenir aux jeunes puis aux adultes parce que c'est des problématiques un peu différentes. On s'attendait à ce que les jeunes soient mieux intégrés et à apprendre plus le français facilement lorsqu'il y avait beaucoup de francophones de vieilles souches dans les écoles. Tout le débat sur la concentration scolaire a détruit ce mythe-là, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les jeunes apprenaient beaucoup plus facilement le français lorsque c'est très multiethnique et lorsqu'il y a très peu de francophones. Bon. OK? Tout simplement pour dire, parce que la langue publique commune étant le français, tous
les gens n'ont pas la même langue. Il y a 52 langues, par exemple, dans une école. Ils font du français la langue publique commune. Donc, on s'est rendu compte que dans les écoles comme Côte-Saint-Luc, qui est une école multiethnique depuis très, très longtemps, il y a un très fort attachement d'abord à cette appartenance à l'école très cosmopolite et une espèce de philosophie cosmopolite, interculturelle, etc. Et il y a aussi l'apprentissage du français comme langue véhicule de communication et de partage dans les activités, etc., etc. Et je pourrais continuer, mais c'est juste pour détruire un peu ce mythe de penser que quelques enfants immigrants noyés dans une masse de francophones allaient apprendre plus facilement français, alors qu'au contraire, ça peut polariser davantage. Oui, oui, c'est intéressant cette idée-là. Oui, alors Michel, oui, allez-y, Moustapha. Je veux seulement alimenter ce qu'elle dit ma collègue. C'est aussi vrai pour les adultes, pour les nouveaux arrivants. Lorsqu'on a une classe multiethnique qui est composée de 15 nationalités différentes, comme la langue commune, c'est le français, ils sont obligés de communiquer en français en classe et même par la suite à l'extérieur de la classe, contrairement à des classes où il y a une majorité des nationalités. Une classe est composée de 3 nationalités, je ne sais pas, iranienne, chilienne et je ne sais pas, roumaine. Et on crée au sein de la classe 3 groupes. 3 groupes, puis automatiquement, ils ont tendance à parler leur langue pour comprendre la langue française. Donc, plus la classe est multiethnique, mieux l'apprentissage est. La deuxième chose, c'est que au niveau de c'est déjà une première leçon de l'expérience de ces dernières années, oui. Puis, au niveau de l'adaptation du cours, c'est très important de signaler aussi chez les nouveaux arrivants. Il y a certes les nouveaux arrivants dont la langue maternelle est éloignée du français. Lorsqu'ils suivent un parcours de francisation pendant 1000 heures, leur apprentissage il est plus serein et il est plus solide, aussi bien au niveau linguistique qu'au niveau en matière d'intégration. En revanche, les nouveaux arrivants dont la langue maternelle est proche du latin, notamment les hispaniques, ils sont dopés par un avantage naturel de la langue, mais ils bloquent dès le deuxième niveau. Et paradoxalement, ça peut jouer un tour à cette communauté-là. Et ça, c'est des constats. Je suis désolé, je ne suis pas un théoricien. Paradoxe, oui. Moi, je suis un homme de terrain, je vois ce qui se passe à l'intérieur de nos organismes et à l'intérieur et chez notre clientèle. En tout cas, vous venez de livrer, vous vous entendez sur cette clé, donc, avant même de commencer à enseigner, on a besoin de groupes les plus hétérogènes possibles, au fond. Carminé, Soma, est-ce que c'est ce que vous constatez dans vos classes pour faire tout de suite le parallèle avec les jeunes? Puis vous reviendrez. Je voulais faire quelques nuances par rapport à une classe multiethnique. Le problème que nous vivons à l'école Saint-Luc, c'est que malheureusement, trop souvent, la langue commune est l'anglais. Et donc, à l'extérieur des classes, dans les corridors, on entend beaucoup parler anglais. Nous sommes un peu responsables, les enseignants, c'est qu'on a un peu mis la pédale douce là-dessus. On met moins d'efforts dans les corridors. Épuisement professionnel, peu importe. Je suis autant responsable. Sauf qu'il faudrait revenir à la base et exiger qu'on parle français dans les corridors, parce que de toute façon, à l'extérieur des murs, ils ne parlent pas français. Je suis vraiment déçu. Je voulais pas mais dans le quartier où nous vivons, ils traversent la rue, c'est anglophone. Dans les boutiques, c'est anglophone. On fait un voyage à Québec. Mon élève parle anglais au dépannage. Je demande à mon élève pourquoi tu parles anglais. Ben, c'est le commis qui me parle anglais, monsieur. Donc, on a cette mauvaise habitude des fois de s'adresser à eux en anglais. Écoutez. Bon, c'est une petite douche froide, là. Oui, je m'excuse. Hein, c'est triste de vous entendre. Si la langue commune, dans un groupe, exemple, il y a 3 ans, il y a 5 ans, j'avais un groupe où la langue commune était le français. C'était merveilleux. Ouais. Mais malheureusement, depuis quelques années, c'est souvent l'anglais qui devient la langue commune. Voilà. Écoutez, tout le monde veut réagir. Akos, ensuite Moustapha, vous pourrez compléter. Puis Michel, qui a demandé la parole aussi. Oui. Alors, désolé, moi aussi, je vais rajouter à l'eau froide de la douche. Parce que... premièrement, sur la concentration des communautés culturelles dans certaines écoles, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus d'écoles où il y a une concentration d'immigrants. La commission scolaire de Montréal, qui, comme vous disiez, qui était la plus grosse, on vient de passer
un point où la majorité des élèves de la commission scolaire de Montréal sont issus de l'immigration. Et la majorité des élèves de la commission scolaire de Montréal n'ont pas le français comme langue maternelle. Alors, on ne parle pas juste des classes d'accueil, là, il y a quelques classes, c'est quelques milliers d'élèves, les classes d'accueil. Mais en classe régulière, dans les écoles, quand moi, je suis allé à l'école à l'école Mont-Royal, où à l'époque, il y avait Mont-Royal, Saint-Luc, on donnait toujours un exemple comme étant des écoles multiethniques. Aujourd'hui, dans Villeray, même l'école Saint-Henri, qui à l'époque, c'était l'école des Québécois, comme on disait, nous, entre nous, là. Aujourd'hui, c'est une école multiethnique. Donc, mais je pense que ça, c'est pas le frein. Ça change. C'est pas ça le problème, parce que il y a la loi 101 au Québec qui oblige les immigrants à parler, à aller à l'école en français. Le résultat de ça, c'est que dans la société, selon Statistique Canada, environ 95% des Québécois parlent le français. Savent le parler, en tout cas. Savent le parler, le français. Alors, le problème, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne parlent pas. Et même chose dans les écoles. Le problème, c'est pas qu'ils ne parlent pas le français, c'est qu'ils ne savent pas le parler, c'est qu'ils ne parlent pas entre eux à l'extérieur des classes. Et même dans les classes, une enseignante de l'école internationale me disait que il y a quelques années, le problème, c'était dans les couloirs, les activités parascolaires, mais c'est rendu que c'est dans les classes qu'il faut répéter aux jeunes de parler français entre eux. De parler français entre eux. Profs, oui. Et le résultat de ça, c'est que la majorité des élèves allophones choisissent d'aller au cégep en anglais après leur étude secondaire. La majorité. Donc, donc, c'est un choix. Donc, moi, je pense qu'il y a une opposition passive au fait français au Québec, qui est prouvée par ce choix-là d'aller au cégep en anglais. Et pourquoi ils vont aller au cégep en anglais? Mais qui est le fait de quel pourcentage de ces élèves allophones? Je ne peux pas dire, je pense que c'est 55% des élèves allophones qui